À la veille de Noël, j'ai donné à mon frère une enveloppe scellée, 3 mois de loyer payé. Il l'a ouverte, a ri et a dit, elle essaie de compenser le fait que cette famille n'a pas besoin d'elle. Toute la pièce a éclaté de rire, sauf moi. J'ai simplement repris l'enveloppe et j'ai dit, bon à savoir. Je m'appelle Mia Carter. J'ai 27 ans. Et la veille de Noël, j'ai tendu à mon jeune frère une enveloppe scellée contenant assez d'argent pour couvrir 3 mois de son loyer. J'avais travaillé les week-ends, annulé des vacances prévues et accepté des projets en freelance après mes heures de travail habituelles pour économiser cette somme. Je m'attendais à de la gratitude. J'aurais accepté un merci maladroit. Au lieu de cela, il a déchiré l'enveloppe devant tout le monde, en a sorti la confirmation de paiement et l'a agitée au-dessus de sa tête comme une preuve dans un procès. Eh bien, regardez-moi ça, a-t-il dit. Elle essaie de compenser le fait que cette famille n'a pas besoin d'elle. Toute la pièce a éclaté de rire. Ma mère a couvert sa bouche, feignant d'être choquée, mais j'ai vu ses épaules trembler. Mon père fixait son verre. Une tante a chuchoté qu'il ne faisait que taquiner. Personne n'a demandé pourquoi mes mains étaient devenues froides. Avez-vous déjà donné à quelqu'un tout ce que vous pouviez vous permettre pour découvrir qu'il appréciait plus votre argent que votre cœur? J'ai tendu la main sur la table, lui ai pris l'enveloppe et j'ai dit, bon à savoir. Il a ri de nouveau. Il n'avait aucune idée que l'enveloppe était liée à quelque chose de bien plus important que son loyer. Ni les parents qui riaient à côté de lui. Je suis allé dans le couloir, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai appuyé sur 3 boutons. 15 minutes plus tard, le téléphone de mon frère a commencé à sonner. Puis celui de ma mère. Puis mon père s'est levé si brusquement que sa chaise s'est écrasée sur le sol. Soudain, tout le monde criait, « Mia, s'il te plaît, écoute-nous. » Avant de vous dire ce que ces appels ont révélé et pourquoi toute ma famille m'a poursuivi dans la neige. Dites-moi, quelle heure est-il où vous êtes et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Le nom de mon frère était Ethan, et m'humilier au dîner de Noël n'était pas une erreur impulsive. C'était le dernier exemple d'un schéma qui avait façonné notre famille pendant des années. Ethan avait 4 ans de moins que moi et était le seul fils. Ma mère l'appelait son garçon miracle, et chaque échec dans sa vie était imputé à quelqu'un d'autre. Quand il échouait à un cours, le professeur était injuste. Quand il a accidenté la voiture de mon père, la route était glissante. Quand il a perdu un emploi pour être arrivé en retard à plusieurs reprises, son manager se serait senti menacé par son potentiel. J'étais traité différemment. À 16 ans, je travaillais dans une épicerie et je payais mes fournitures scolaires. À 18 ans, j'ai obtenu une bourse partielle et j'ai pris 2 emplois pour payer l'université. Chaque fois que je disais que j'étais fatigué, ma mère me rappelait que j'avais toujours été la plus capable. Cela ressemblait à un compliment, mais cela signifiait que je recevais des responsabilités tandis qu'Ethan recevait des sauvetages. À 27 ans, je gérais les opérations financières d'un petit cabinet d'architecture à Brooklyn. Je n'étais pas riche, mais je vivais prudemment. Ethan était passé par 4 emplois, 3 appartements et plusieurs idées d'entreprise ratées. Chaque fois qu'il créait une crise, il m'appelait. La première fois que j'ai payé son loyer, il a promis de me rembourser dans les 6 semaines. Il ne l'a jamais fait. Plus tard, il y a eu une caution, une assurance auto, les charges, un ordinateur portable pour une carrière dans le montage vidéo et de l'argent pour des soins dentaires d'urgence qui s'est transformé en un week-end à Miami. Chaque fois que j'hésitais, mes parents disaient les mêmes choses. Ton frère a des difficultés. Tu t'en sors mieux que lui. La famille est de la famille. Ils n'ont jamais expliqué ce que la famille devrait faire quand une seule personne se chargeait de toute l'aide. 3 mois avant Noël, Ethan m'a appelé après minuit. Son propriétaire lui avait adressé un dernier avertissement et la procédure d'expulsion commencerait après le jour de l'an. Ethan a prétendu que son employeur avait réduit ses heures. J'ai appris plus tard qu'il avait démissionné après s'être vu refuser 2 semaines de congé pendant les fêtes. Pourtant, j'ai accepté d'aider une dernière fois. Je couvrirai 3 mois de loyer directement via le portail de paiement du propriétaire. En retour, Ethan devait établir un budget, postuler à des emplois chaque semaine et arrêter de me demander de l'argent. L'enveloppe contenait la confirmation des paiements programmés et une note manuscrite expliquant qu'il avait jusqu'en mars pour devenir autonome. Il n'a jamais lu la note. Il a vu le montant et l'a utilisé pour m'humilier. Ce qu'Ethan ne savait pas, c'est que son loyer n'était qu'une partie du soutien financier que je fournissais.
Au cours des 5 années précédentes, j'avais payé une partie de l'hypothèque de mes parents. Lorsque le travail de mon père en tant qu'entrepreneur a ralenti, j'ai couvert la franchise médicale de ma mère, des impôts en retard, l'assurance du véhicule et des paiements supplémentaires sur un prêt de consolidation que j'avais co-signé. Ma famille me remerciait rarement. Ma mère appelait cela une aide temporaire même si les demandes ne cessaient jamais. Quand je suis entré dans le couloir, ma cousine Ava m'a suivi. Elle était la seule personne qui n'avait pas ri. « Tu as entendu ce qu'il a dit avant le dîner, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Ava m'a montré une conversation de groupe familial dont j'avais été exclu. Ethan m'avait appelé le distributeur automatique de billets de la famille avec un complexe de supériorité. Il s'était moqué de mon travail, de mon appartement et du fait que j'étais célibataire. Plusieurs parents avaient répondu avec des émojis qui rient. Puis j'ai vu le message de ma mère. Sois gentil. Nous avons encore besoin d'elle jusqu'à la saison des impôts. Cette phrase m'a fait plus mal que l'insulte d'Ethan. Ils avaient créé une version privée de moi, une femme seule qui utilisait l'argent pour se sentir importante tout en continuant à accepter tout ce que je payais. À travers la porte fermée, j'ai entendu Ethan répéter sa blague. Quelqu'un a encore ri. Ma mère lui a dit de me remercier correctement parce qu'elle ne voulait pas que je fasse une scène plus tard. Ava a demandé ce que je comptais faire. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai annulé le paiement de loyer programmé d'Ethan, arrêté le virement volontaire pour l'hypothèque de mes parents prévu 3 jours plus tard et me suis retiré en tant que payeur autorisé sur leur assurance véhicule. Je n'ai pris l'argent de personne. J'ai simplement arrêté de leur donner le mien. 12 minutes plus tard, le propriétaire d'Ethan lui a envoyé un avis d'annulation automatique. Mon père a reçu une alerte concernant le virement hypothécaire. Ma mère a vu la notification de l'assurance. Les rires ont cessé. Ethan s'est précipité dans le couloir. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai repris mon cadeau. Ce n'était pas juste un cadeau. Non, ai-je dit, apparemment c'était une compensation pour ne pas être nécessaire. M. Amer l'a suivi, le visage pâle. Mia, ne prends pas de décision permanente à cause d'une blague. Ava a levé son téléphone. Ce n'était pas une seule blague. Ma mère a vu la conversation de groupe cachée sur l'écran et a cessé de parler. Puis toute la famille s'est mise à crier en même temps. Mon père a ordonné à tout le monde de retourner à table pour que nous puissions discuter de la situation comme des adultes. Pendant des années, être un adulte dans notre famille avait signifié payer en silence pendant qu'Ethan évitait les conséquences. Maintenant que les paiements avaient cessé, la maturité était soudainement devenue importante. Ethan se tenait près de la cheminée, serrant son téléphone. Mon paiement de loyer a été annulé. Règle ça. Besoin, ai-je demandé. Arrête de jouer. Tu avais promis. J'ai promis sous certaines conditions. Tu as quitté ton emploi et menti en disant que tes heures avaient été réduites. Ses yeux se sont tournés vers nos parents. Ils ne s'attendaient pas à ce que je le sache. Mon père a demandé si c'était vrai et Ethan a prétendu que le lieu de travail était toxique. J'ai appelé le magasin, ai-je dit. Ton directeur adjoint a dit que tu avais arrêté de venir après que ta demande de vacances ait été refusée. Ma mère m'a immédiatement attaqué pour avoir contacté son employeur. Je lui ai rappelé qu'Ethan m'avait demandé de payer près de $6 000 sur la base d'un mensonge. Une tante le fixa. $6 000 ? 5 760 $, ai-je dit. 3 mois de loyer, frais de retard et frais de portail. Ethan avait dit à tout le monde que l'enveloppe ne contenait que quelques centaines de dollars parce qu'il voulait que mon cadeau paraisse insignifiant. Maintenant, la pièce comprenait ce dont il s'était moqué. Ma mère a baissé la voix. Ton frère a fait un commentaire stupide. Annuler son logement parce que tes sentiments ont été blessés, c'est extrême. Je n'ai pas annulé son logement. J'ai refusé de le financer. Tu laisserais ton propre frère devenir sans abri ? La question était conçue pour me piéger. Au lieu de répondre, j'ai demandé à Ethan combien d'argent il avait actuellement. Il a refusé. Ava a posé son téléphone sur la table et a montré à tout le monde ses récentes publications sur les réseaux sociaux, service de bouteilles en boîte de nuit, une nouvelle console de jeu, des baskets chères et une vidéo disant que Noël était arrivé en avance. Mon père a pris le téléphone. Tu as acheté ça alors que tu étais en retard sur ton loyer.
Ethan a pointé vers moi. Elle a dit qu'elle s'en occupait. Cette phrase a exposé tout le problème. Il n'avait pas utilisé mon aide pour se rétablir. Il l'avait traité comme une permission de dépenser. Ma mère a offert des excuses jusqu'à ce que j'ouvre le dossier sur mon téléphone. Puisque tout le monde pense que j'utilise l'argent pour contrôler cette famille, revoyons ce que j'ai supposément acheté. En 5 ans, j'avais payé 23 000 $ pour la maison de mes parents, plus de 8 000 en frais médicaux, 6 000 pour leur prêt. 11 mois d'assurance véhicule et plus de 14 000 directement pour Ethan. Le total dépassait 50 000 $. Mon père s'est affalé dans sa chaise. Ma mère m'a dit d'arrêter de les humilier. Ethan a ricané, personne ne t'a forcé. Tu as raison. Personne ne m'a forcé, et personne ne peut me forcer à continuer. Ma mère s'est mise à pleurer et a déclaré que j'avais gâché Noël. J'ai failli m'excuser par habitude, mais Ava a lu son message du groupe à voix haute. Sois gentil. Nous avons encore besoin d'elle jusqu'à la saison des impôts. Les larmes se sont arrêtées. J'ai demandé pourquoi ils avaient besoin de moi pendant la saison des impôts. Mon père a finalement admis qu'ils avaient 2 trimestres de retard sur les impôts fonciers, près de 9 000 $ avec les pénalités. Ils avaient prévu de me le dire après Noël parce qu'ils supposaient que je résoudrais le problème. Ma mère a dit que leurs économies étaient pour les urgences. Ceci est une urgence, ai-je répondu. Nous ne pouvons pas vider nos économies, mais je peux vider les miennes. Personne n'a répondu. Puis le propriétaire d'Ethan a appelé. À moins que le solde impayé ne soit réglé avant le 29 décembre, la procédure d'expulsion irait de l'avant. Ethan est retourné à la table, l'air terrifié. Tu dois l'envoyer, a-t-il dit. Non. Je te rembourserai. Tu as déjà dit ça. Je le pense vraiment maintenant. Tu le penses vraiment chaque fois que tu as besoin de quelque chose? Il s'est tourné vers nos parents, attendant qu'ils me donnent un ordre. Pour la première fois, aucun ne l'a défendu. Mia, je vais perdre mon appartement. Tu as 4 jours pour vendre la console, retourner ce que tu peux, contacter ton propriétaire et trouver du travail. Demande aux amis que tu as passé des années à impressionner. Ils n'ont pas ce genre d'argent. Toi non plus, pourtant tu t'es moqué du mien. Il m'a traité de sans-cœur et m'a accusé de détruire sa vie à cause d'une blague. J'ai pris mon manteau. Non, Ethan. J'ai passé des années à t'empêcher de détruire ta propre vie. Je me mets simplement de côté. Ma mère m'a suivi jusqu'à la porte, me suppliant d'écouter. Je me suis tourné vers la famille. J'ai écouté chaque fois que vous avez dit qu'Ethan avait besoin de plus. J'ai écouté quand vous avez dit que j'étais plus forte, plus chanceuse et plus capable. J'ai écouté pendant que vous transformiez mes limites en culpabilité. Ce soir, j'ai écouté pendant que vous riez. Maintenant, vous pouvez m'écouter. J'ai fini de payer pour des gens qui me traitent comme une étrangère qui paie les factures. Puis je suis sorti dans la neige. Le matin de Noël, ma famille avait réécrit l'histoire. Selon eux, Ethan avait fait une blague inoffensive et j'avais riposté en mettant en danger le logement de tout le monde. Ma mère a appelé 6 fois avant 9 heures. Mon père a laissé des messages demandant une conversation privée. Ethan a envoyé plus de 30 textos, passant de la colère au désespoir. Tu m'as embarrassé exprès. Tu es jalouse parce que maman et papa aiment vraiment m'avoir près d'eux. S'il te plaît, envoie au moins un mois. Si je me retrouve à la rue, ce sera de ta faute. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai créé une liste de tous les comptes me reliant à ma famille et j'ai contacté un avocat au sujet du prêt de consolidation. Parce que mon nom y était toujours attaché, je ne pouvais pas simplement ignorer la dette. L'avocat m'a conseillé d'obtenir l'historique complet des paiements et de geler toute modification future. C'est alors que j'ai découvert quelque chose de pire que la conversation de groupe. Le prêt de consolidation initial était de 12 000 $. Sur la base de mes paiements, le solde aurait dû être inférieur à 5 000 $. Au lieu de cela, il était de près de 16 000 $. Mes parents avaient refinancé et augmenté le prêt 8 mois plus tôt. La signature électronique autorisant le changement ressemblait à la mienne. J'ai appelé le prêteur. Un représentant a confirmé que la modification avait été effectuée en ligne en utilisant mes informations. Un code de vérification avait été envoyé à une ancienne adresse électronique que ma mère connaissait. Une partie de l'argent supplémentaire couvrait des dettes du ménage,
mais 7000 $ avaient été transférés directement à Ethan. Je me suis souvenu que ma mère m'avait emprunté mon ordinateur portable le printemps précédent. Elle avait dit que la batterie de son téléphone était morte. Quand je suis revenu dans la pièce, elle avait rapidement fermé une fenêtre de navigateur. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Ava est venue à mon appartement et a étudié les documents. Elle a falsifié ta signature. Tu dois le signaler. Le vieil instinct est revenu. Protéger la famille, absorber les dégâts, garder tout le monde ensemble. Déposer une plainte pourrait entraîner des poursuites. Mes parents pourraient perdre la maison. Ma mère pourrait ne jamais me pardonner. Ava a vu mon hésitation. Si tu les protèges de cela, ils apprendront que voler ton identité fonctionne. J'ai demandé à mon père de venir seul. Quand je lui ai montré les dossiers, son visage a perdu sa couleur. Il a admis qu'il était au courant du refinancement et du transfert à Ethan, mais a affirmé qu'il ne savait pas que ma signature avait été utilisée sans permission. À quoi servaient les 7000 $ d'Ethan? Une entreprise de revente, a-t-il dit. Électronique, chaussures, objets de collection. Il a promis qu'il pourrait doubler la somme. L'entreprise n'avait jamais existé. Ethan avait utilisé l'argent pour des voyages, des restaurants, de l'électronique, des réparations de voitures, de la literie et de vieilles dettes. Mon père a pleuré et a admis qu'il avait accepté mon soutien parce qu'affronter Ethan était plus difficile. Je dépose une contestation pour fraude. J'ai dit que cela pourrait impliquer la police. Oui. Ta mère pourrait être inculpée. Oui. Mia, s'il te plaît. M'a-t-elle demandé avant d'utiliser mon identité? Non. Alors pourquoi suis-je censé protéger tout le monde? Après un long silence, mon père a chuchoté, tu ne devrais pas l'être. Ma mère a réagi avec colère. Elle est arrivée à mon appartement et a frappé à la porte pendant que je parlais via l'interphone. Elle a insisté sur le fait que la signature avait été une formalité et a affirmé que les enfants ne poursuivaient pas leur mère en justice. Quand la culpabilité a échoué, elle a menacé de dire à tout le monde que j'avais mis leur maison en danger. Dis-leur, ai-je répondu. Envoie-leur aussi les documents du prêt. J'ai déposé une contestation formelle et le rapport de police requis par le prêteur. J'ai fourni des faits sans exagération et j'ai refusé toute responsabilité pour une dette créée sans mon consentement. Ethan a appelé d'un numéro inconnu. Tu essaies d'envoyer maman en prison. Je protège mon identité. Elle l'a fait pour la famille. Elle l'a fait pour toi. Il a offert des excuses mais a attaché des exigences à chaque phrase. Il était désolé, donc je devais rétablir le paiement du loyer. Il comprenait mes sentiments, donc je devais retirer la plainte. Ce n'est pas du remords, ai-je dit. C'est de la négociation. Que veux-tu de moi? Rien. Cette réponse l'a effrayé plus que toute autre demande. Pour la première fois, il n'avait rien que je voulais assez pour me faire renoncer à mes limites. 3 semaines plus tard, l'oncle Ben a organisé une réunion de famille. J'ai accepté d'y assister uniquement si Ava pouvait se joindre à nous. La conversation a été enregistrée et personne ne m'a demandé d'argent. Mes parents étaient déjà assis quand je suis arrivé. Ethan avait l'air épuisé. Sa montre et sa veste coûteuse avaient disparu. Il avait vendu sa console de jeu et retourné quelques vêtements, mais il devait encore plus de 3000 $ à son propriétaire. La procédure d'expulsion avait commencé. Ma mère a commencé par un discours préparé sur la guérison. Elle a qualifié la modification du prêt d'erreur technique et a dit que personne n'avait agi avec malveillance. L'oncle Ben a posé son téléphone sur la table et a commencé à enregistrer. Qui a rempli la demande? Je l'ai fait, a admis ma mère. Mia l'a-t-elle autorisé? Elle avait accepté d'aider avec le prêt initial. Ce n'était pas ma question. Non. Saviez-vous que sa signature était requise? Oui. Alors vous l'avez sciemment utilisée sans sa permission. Je protégeais notre maison. L'oncle Ben a placé le relevé de transfert devant elle. Pourquoi 7000 $ sont-ils allés à Ethan? Elle a affirmé qu'il avait présenté un plan d'affaires. Ethan a insisté sur le fait que l'entreprise de revente était légitime, mais il n'a pu produire aucune facture, aucun registre d'inventaire, aucun message de client ou aucun document fiscal. Tu n'as pas géré d'entreprise, ai-je dit. Tu as utilisé de l'argent emprunté pour jouer au succès en ligne.
Tu dois toujours prouver que tu es plus intelligente que tout le monde. Non, je dois prouver que les chiffres restent vrais quand tes excuses changent. J'ai montré à la famille les registres de chaque paiement que j'avais effectué. De 2021 à Noël 2025, j'avais contribué à hauteur de 52 480 $. Le prêt non autorisé ajoutait des milliers de plus à mon nom. Ethan m'a accusé de tenir des registres pour pouvoir les utiliser contre tout le monde. Je tiens des registres parce que je travaille dans la finance. Les gens normaux ne font pas de feuilles de calcul sur leur famille. Les familles normales ne falsifient pas de signature. L'oncle Ben a demandé combien Ethan m'avait remboursé. Il n'a pas pu répondre. 400 $, ai-je dit. Puis il les a réempruntés. Ma mère a défendu leurs attentes en disant que j'étais dans une meilleure situation financière. Ava a répondu, Mia est dans une meilleure situation parce qu'elle travaille et économise. Ethan dépense parce qu'il s'attend à être secouru. Vous la punissez d'être responsable et vous le récompensez de refuser de grandir. Mon père a dit doucement, elle a raison. Ma mère l'a dévisagé. Nous comptions sur Mia parce que c'était plus facile que d'affronter Ethan, a-t-il poursuivi. Et plus facile que de nous affronter nous-mêmes. Ethan a repoussé sa chaise de la table. Alors tout est de ma faute maintenant. Tes décisions sont de ta faute, a dit mon père. Puis l'oncle Ben a révélé une autre supercherie. Ethan lui avait demandé un prêt en utilisant une lettre prétendant qu'il recevrait bientôt un règlement d'assurance de 18 000 $. L'oncle Ben a contacté l'avocat mentionné sur le document. La lettre était fausse. Ma mère a finalement cessé de le défendre. Elle a exigé la vérité sur l'entreprise. Ethan a admis qu'elle n'avait jamais existé. Il avait dépensé l'argent en voyages, vêtements, électronique, restaurants, dettes et paris sportifs. Il croyait qu'un gros gain remplacerait tout avant que quiconque ne s'en aperçoive. Mon père est sorti de la pièce. Ma mère regardait Ethan comme si elle ne le reconnaissait plus. Ethan m'a regardé. Tu as eu ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu penses que je voulais? Monter tout le monde contre moi. Je voulais que tu arrêtes de m'utiliser. Félicitations. L'oncle Ben lui a dit que le propriétaire avait proposé une alternative. Ethan pouvait suspendre l'expulsion en payant 1200 $ immédiatement, en signant un plan de remboursement et en montrant une preuve d'emploi. L'oncle Ben connaissait un travail de nuit en entrepôt et l'entrepreneur de mon entreprise avait besoin de travailleurs temporaires pour le nettoyage. L'espoir est apparu sur le visage d'Ethan. Peux-tu me donner les 1200? Non. Son espoir a disparu. Tu peux les gagner, ai-je dit. Vends le reste de tes articles de luxe et prends les 2 emplois. Du travail manuel? Oui. Il a regardé notre mère. Cette fois, elle n'a pas objecté. Mon père est revenu et a posé les clés de la voiture d'Ethan sur la table. Le véhicule était légalement le sien et il en avait payé la plupart des frais. Nous la vendons. Une partie de l'argent remboursera le prêt. Tu peux prendre les transports en commun. Ethan avait l'air horrifié. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux et j'aurais dû le faire il y a des mois. Il m'a pointé du doigt. C'est à cause d'elle. Non, ai-je dit, c'est parce que tous ceux qui te protégeaient ont enfin arrêté. Ethan est parti sans accepter l'un ou l'autre des emplois. Le lendemain matin, il a appelé l'entrepôt. Les mois qui ont suivi la réunion n'ont pas été faciles. Les limites ont protégé mon compte en banque plus vite qu'elles n'ont guéri mon esprit. Je me réveillais en croyant avoir oublié de payer la facture de quelqu'un. Quand mon téléphone sonnait, je m'attendais à une autre urgence. Je me sentais coupable chaque fois que j'achetais quelque chose pour moi-même parce que j'avais passé des années à mesurer ma valeur par mon utilité. Ma thérapeute appelait cela l'hyper-responsabilité. J'ai commencé à écrire des rappels dans un carnet. Le prêteur a confirmé que mon autorisation n'avait pas été valide. La partie modifiée du prêt a été gelée pendant que l'enquête se poursuivait. Mes parents ont engagé un avocat, vendu le camion plus récent de mon père, annulé les dépenses inutiles et loué leur sous-sol à un étudiant diplômé. Ma mère m'a reproché l'humiliation. Mon père lui a rappelé que l'alternative était de perdre la maison. Leur mariage s'est affaibli parce qu'il ne pouvait plus rediriger la pression financière vers moi. Mon père et moi parlions une fois par semaine. Il ne demandait jamais d'argent. Ma mère alternait entre affection et blâme, alors je ne répondais qu'aux messages liés à l'affaire judiciaire.
Plusieurs parents ont cessé de me contacter. D'autres se sont excusés en privé mais ont refusé de corriger les mensonges publiquement. J'ai appris que le soutien privé de personnes qui restent publiquement silencieuses n'est souvent que de l'autoprotection. L'argent que j'ai cessé d'envoyer à la maison m'a permis de m'inscrire à un programme d'analyse financière que j'avais reporté 2 fois. J'ai échoué à mon premier examen blanc, j'ai étudié de nouveau et j'ai réussi. Au travail, j'ai conçu un système qui a identifié des milliers de dollars de frais de fournisseurs en double. Mon directeur m'a promu analyste principal des opérations et m'a confié la responsabilité de 2 départements. Pour la première fois, une augmentation n'a pas disparu dans la crise de quelqu'un d'autre. J'ai augmenté ma cotisation de retraite, constitué un fonds d'urgence et réservé un voyage à Lisbonne. J'ai pleuré après avoir acheté le billet parce que j'avais annulé un voyage similaire l'année précédente pour payer la réparation de la voiture d'Ethan. Ethan a pris le travail à l'entrepôt et l'a détesté. Il se plaignait des horaires, des superviseurs et du travail physique, mais mon père l'a prévenu que démissionner signifiait perdre son appartement. Ethan a vendu sa voiture, sa console, ses chaussures de marque et son matériel électronique. L'oncle Ben lui a donné du travail d'entretien le week-end dans un centre de jeunesse, le payant au tarif temporaire standard. Le propriétaire a accepté son paiement et a suspendu l'expulsion. Pour une fois, personne ne l'avait secouru. Ethan a gardé son appartement grâce au travail, à la vente de ses biens et à la négociation. Cela a prouvé qu'il avait toujours été capable de plus que ce que notre famille lui permettait de tenter. Son cercle social s'est effondré après que ses amis ont découvert qu'il avait emprunté de l'argent à plusieurs personnes en invoquant différentes urgences. À l'entrepôt, il a reçu un avertissement après être arrivé en retard 3 fois. Sans personne pour intervenir, il a changé son horaire et a commencé à arriver en avance. Je l'ai revu à l'anniversaire de notre grand-mère. Il portait des bottes de travail et une veste bon marché. Après m'avoir évité pendant la majeure partie de l'après-midi, il s'est approché de moi près de la cuisine. « J'ai toujours l'appartement », a-t-il dit. J'ai entendu. Je travaille 60 heures certaines semaines. Ça a l'air épuisant. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air satisfaite. Je ne suis pas satisfaite que tu aies des difficultés. Je suis satisfaite que tu t'en sortes. Il a admis qu'il s'était toujours attendu à ce que je paie. Même après Noël, il pensait que je me calmerais en retour parce que notre mère disait que je le faisais toujours. Pourquoi m'as-tu insulté? Parce que j'étais embarrassé d'avoir besoin de toi. Faire rire tout le monde m'a donné l'impression d'être en contrôle. Tu n'étais pas assez embarrassé pour refuser l'argent. Non. Puis il a admis quelque chose de pire. Il savait que je n'avais pas approuvé la modification du prêt. Ma mère lui avait dit que je refuserais, mais qu'elle pouvait s'occuper des formalités. L'as-tu aidé à accéder à mon courriel, ai-je demandé. Il a baissé les yeux. Je me suis souvenu de ton ancien modèle de mot de passe. Je l'ai deviné. Il n'avait pas seulement accepté l'argent. Il avait aidé à obtenir le code de vérification. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Parce que le prêteur continue de poser des questions. Maman veut que je dise que je croyais que tu avais approuvé. Donc tu avoues parce que tu as peur qu'il le découvre. Il ne pouvait pas le nier. J'ai appelé mon avocat. Ethan m'a supplié de ne pas le dénoncer, disant qu'il pourrait perdre son emploi. Je lui ai rappelé qu'il avait accédé à mon courriel et aidé à utiliser ma signature. Ma mère a entendu la dispute et a essayé de prétendre qu'Ethan était confus. Mon père lui a demandé directement s'il avait accédé à mon compte. Ethan l'a admis. Ma mère m'a accusé d'essayer de détruire son fils. Quand j'ai refusé de céder, elle m'a giflé. La pièce est devenue silencieuse. Mon père s'est interposé entre nous et Ava s'est mise à côté de moi. J'ai touché ma joue et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. C'est la dernière fois que tu me touches. Puis je suis parti et j'ai bloqué son numéro. L'enquête a duré plusieurs mois de plus. Ethan a soumis une déclaration admettant qu'il avait accédé à mon courriel et aidé à récupérer le code de vérification. Ma mère a admis avoir utilisé ma signature électronique, mais a prétendu qu'elle croyait que j'approuverais éventuellement. Le prêteur m'a retiré de toute responsabilité pour l'augmentation non autorisée. Je suis resté responsable uniquement de la partie initiale que j'avais sciemment co-signée, et mon avocat a mis en place des garanties empêchant tout nouvel emprunt sans vérification en personne. Parce que ma mère et Ethan n'avaient pas de casier judiciaire, ont coopéré avec les enquêteurs et ont conclu des arrangements de remboursement,
le procureur a approuvé une résolution sans incarcération. Ils ont reçu une probation, des travaux d'intérêt général, une formation sur la fraude financière et une restitution ordonnée par le tribunal pour méfrais juridiques. Leurs actions sont devenues publiques. Ma mère a qualifié le résultat de trahison et a dit aux parents que j'avais marqué ma propre famille comme des criminels. Je n'ai pas répondu. Leurs actions avaient créé le dossier, pas mes limites. Mes parents se sont finalement séparés. Mon père a déménagé dans un petit appartement et a continué à effectuer les paiements du prêt. La maison a été vendue avant que la saisie ne devienne inévitable. Après que l'hypothèque, les impôts et les dettes aient été réglés, il restait peu d'argent. Ma mère a pris un poste administratif dans un cabinet médical et a déménagé dans un appartement en location. Je n'ai pas célébré ces pertes. Les conséquences n'ont pas ramené les années que j'ai passées à être utilisées. Elles ont simplement empêché le schéma de se poursuivre. Mon père et moi avons reconstruit notre relation lentement. Il a suivi une thérapie, géré ses propres finances et cessé de transmettre les messages de ma mère. Il me demandait des nouvelles de mon travail et de ma vie sans les lier à ce que je pouvais fournir. Ethan est resté à l'entrepôt pendant près d'1 an, a déménagé dans un appartement moins cher avec un colocataire et a commencé à étudier pour une certification en logistique. Ces travaux d'intérêt général ordonnés par le tribunal ont eu lieu au centre de jeunesse de l'oncle Ben. Au fil du temps, il est devenu efficace pour aider les jeunes hommes à préparer des CV et à postuler à des emplois de premier échelon, en particulier ceux qui croyaient que le travail ordinaire était indigne d'eux. Cela ne signifie pas qu'Ethan et moi sommes devenus proches. 8 mois plus tard, il a demandé à me rencontrer dans un café. Il est arrivé en avance et a posé une enveloppe scellée sur la table. Un instant, je me suis souvenu du dîner de Noël. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de $2000 et un plan de remboursement. « Je ne te demande pas de me faire confiance, » a-t-il dit. « Je sais que ça ne répare rien. » « Non, ça ne répare rien. » Il a hoché la tête au lieu de se mettre en colère. « J'avais l'habitude de dire aux gens que tu aidais parce que tu voulais que nous soyons dépendants de toi. La vérité, c'est que j'avais besoin de le croire. Sinon, je devais admettre que tu aidais parce que je ne pouvais pas gérer ma propre vie. Je détestais me sentir plus petit que toi. Alors, je t'ai fait paraître petite devant tout le monde. Cela l'explique. Cela ne l'excuse pas. Je sais. Il s'est excusé pour Noël, la conversation de groupe, les mensonges, l'argent et l'accès à mon courriel. Il ne m'a pas demandé de contacter le procureur, de réparer sa relation avec notre mère ou de restaurer son accès à ma vie. C'était la première excuse qu'il donnait sans exiger de récompense. Je te pardonne assez pour ne pas vouloir porter de haine, ai-je dit. Mais le pardon ne restaure pas l'accès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pourrons parler de temps en temps. Ça veut dire que j'espère que tu te construiras une belle vie. Ça ne veut pas dire que je te prêterai de l'argent, que je co-signerai quoi que ce soit, que je partagerai des mots de passe ou que je deviendrai responsable de tes urgences. Jamais. Jamais. Il a hoché la tête. Nous ne nous sommes pas étreints. Certaines relations ne nécessitent pas de réconciliation spectaculaire. Parfois, la fin la plus saine est un contact limité, des limites claires et aucune illusion que le passé a disparu. Ma relation avec ma mère est restée rompue. Elle a envoyé une lettre s'excusant de m'avoir giflé, mais a continué à défendre la fraude au prêt comme une décision désespérée prise pour sa famille. Je l'ai retournée sans réponse. 1 an après le dîner de Noël, j'ai célébré la veille de Noël dans mon propre appartement avec Ava, des amis du travail et mon père. Nous avons commandé trop de nourriture, échangé des cadeaux simples et ri sans faire de personne la cible. Mon père m'a donné un porte-clés gravé de 4 mots. Ta vie est à toi. J'aurais dû t'apprendre ça quand tu étais enfant, a-t-il dit. Je le sais maintenant. Plus tard dans la nuit, Ethan m'a envoyé une photo de son service pendant les fêtes à l'entrepôt. Un café de distributeur automatique était posé à côté d'un cahier de budget. Son message disait « Loyer payé, pas de prêt ». Joyeux Noël, ai-je répondu. Joyeux Noël. Rien de plus n'était nécessaire. La vengeance n'était pas de regarder Ethan souffrir. C'était de regarder le système qui protégeait son égoïsme s'effondrer. Il a perdu la voiture qu'il n'avait pas méritée, les amis qu'il avait impressionnés avec de l'argent emprunté et la réputation bâtie sur des mensonges. Plus important encore, j'ai arrêté de me sacrifier pour le protéger de ses pertes.
Ma plus grande réussite n'a pas été ma promotion, ma certification ou mon voyage à Lisbonne. C'était d'être assise dans ma propre maison sans craindre le prochain appel téléphonique. C'était de dépenser mon argent sans préparer de défense. C'était d'apprendre que la générosité n'a de sens que lorsqu'elle est librement donnée, et non extraite par la culpabilité. À la veille de Noël, Ethan a ouvert mon cadeau et a annoncé que la famille n'avait pas besoin de moi. 15 minutes plus tard, ils ont paniqué parce que mon argent avait cessé de les protéger de la réalité. Pendant des années, j'ai cru que leur panique signifiait que je comptais. Maintenant, je sais mieux. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé. Le respect n'est pas prouvé par la désespérance avec laquelle les gens vous poursuivent après votre départ. Il est prouvé par la façon dont ils vous traitent pendant que vous êtes encore dans la pièce. Alors, laissez-moi vous poser une dernière question. Si maintenir la paix exigeait que vous renonciez à votre dignité, à votre avenir et à votre respect de vous-même, appelleriez-vous encore cela l'harmonie familiale, ou choisiriez-vous enfin la liberté? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.